Dans cette vidéo, on va regarder comment à partir du cercle unitaire, on peut tracer les fonctions sinus et cosinus. Pour cosinus, si on place la valeur de la flèche bleue pour chaque, donc selon l'axe de l'alpha ici, l'axe horizontal, on peut voir que notre valeur de la longueur de la flèche bleue, c'est la valeur ici. OK? Puis on peut faire ça pour toute valeur de alpha. On continue et ainsi de suite. OK? On est rendu à 3π sur 2. Donc 3 cos de 3π sur 2, ça serait égal à 0. Et on peut continuer jusqu'à l'infini. Donc voici comment on ferait le lien entre le cercle unitaire et le cosinus. Et c'est la même chose pour le sinus. Par contre, ce serait la hauteur de cette flèche verte qui est représentée au fur et à mesure qu'on augmente l'angle. OK? Et on peut tracer ce graphique-là. C'est un modèle qui est super important pour tout ce qui est répétitif. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Mais là, on va regarder comment on peut utiliser le concept des transformations. Alors, vous savez déjà que pour n'importe quelle fonction f de x, si on multiplie ou on additionne différentes constantes à notre fonction, on peut voir que ça va se faire transformer. Par exemple, ici, j'ai une fonction du second degré que je peux étirer en jouant avec ce coefficient. OK? Donc, on a des étirements verticaux, rétrécissement vertical, réflexion. On peut aussi, donc ça, ce serait au niveau de la verticale. On peut aussi agrandir notre graphique de façon horizontale. Donc ça se voit, on voit pas vraiment la différence avec une fonction du second degré. Mais si on le faisait par exemple avec notre fonction sinus, on voit la différence entre le facteur A qui est un agrandissement ou un rétrécissement vertical, ici, ou le facteur K qui va être, dans ce cas-ci, une grosse valeur de K, un rétrécissement horizontal. On l'écrase selon l'axe des X quand K est plus grand que 1. Et puis quand K est plus petit que 1, on voit qu'il y aurait un agrandissement horizontal. Et puis on se souvient que nos deux autres constantes, donc que ce soit B ou D, tu peux les appeler ce que tu veux, ce que ça fait, c'est que ça va changer, ça va déplacer soit verticalement ou horizontalement notre droite. Oups, je devrais pas avoir les parenthèses ici. J'ai une parenthèse de trop. Donc là, on voit l'effet de notre constante D qui déplace verticalement. Avec ce concept-là, c'est facile de tracer n'importe quel graphique d'une fonction, soit sinus ou cosinus. Donc ici, si je voulais tracer fθ sur, disons, 2 cycles de moins 2π jusqu'à 2π, on sait que la valeur maximale, selon ce qu'on avait vu avec le cercle unitaire, c'est 1, et la valeur minimale, c'est moins 1. J'y vais à peu près, mais je vais essayer d'être proportionnel au moins un peu des deux bords. Donc ici, c'est un cycle qui serait 2π, ou 360 degrés si on travaille en degrés. Puis je sais qu'il y a 4 cadrans. Donc on commence toujours par écrire, c'est quoi, un cycle complet, donc la période de notre fonction. Puis ensuite, on peut diviser par 4. Donc 2π, la moitié de ça, c'est π. La moitié de π, c'est π sur 2. Ici, j'ai 3 fois π sur 2, donc 3π sur 2. Je vais mettre des lignes juste pour me guider. Puis, on se rappelle, si tu te souviens que sin de 0, c'était 0. Oups. On peut placer notre premier point. Sin de π sur 2, on savait que ça augmentait jusqu'à une valeur maximale de 1. Donc, je monte. Je retourne à une valeur de 0. On va au minimum. Donc, ça, c'était notre cercle unitaire là, dans le plan cartésien. Je monte au fur et à mesure que l'angle alpha augmente. Ensuite, ma flèche verte diminue jusqu'à temps que ce soit une hauteur de 0. Troisième cadran. Quatrième cadran. On peut faire la même chose de l'autre côté si on voulait tracer pour 2 cycles. Donc, on divise par 4. On place nos 4 points. Minimum, milieu, maximum, milieu. C'est vraiment la fonction la plus facile à tracer. C'est très facile à tracer.
Si je voulais une fonction qui avait une période de 1, parce que normalement, maintenant, quand on regarde nos fonctions de base, c'est une période de 2π. Donc, il n'y a pas grand-chose de cyclique dans la vie qui a un cycle de 2π, donc il faudrait faire une transformation pour que la période représente une période réalistique. Donc, je pourrais, par exemple, si je voulais une période de 1, quelque chose qui dure 1 seconde, par exemple, je voudrais faire un rétrécissement horizontal, c'est-à-dire d'un facteur de 2π, parce que je veux l'écraser d'un facteur de 2π. Donc, maintenant, j'aurai une période de 1. Peut-être que je sais que ça prend 5 minutes pour faire le tour d'une grande roue, puis c'est quelque chose qui est périodique, donc je voudrais modéliser ça. Je voudrais donc une période de 5. Donc, je vais étirer mon graphique g de x de 5, un agrandissement horizontal de 5. Donc, ton agrandissement horizontal, c'est toujours un k, si on utilise k comme facteur ou comme variable, c'est toujours 1 sur ta période dans la fonction, donc 1, 5, OK? Donc maintenant, j'aurais agrandi. Si on regarde bien le graphique, on aurait une période de 5. On peut donc conclure que ce facteur-ci, c'est pour une fonction sinusoïdale, que ce soit cos ou sin, ça va être 2π sur la période t. La période, ça peut être en secondes, en minutes, donc c'est le temps que ça prend pour faire un cycle complet. Donc, dépendamment de notre situation, on pourrait mettre des minutes, des secondes, des millisecondes. Alors, par exemple, si on nous demandait de faire le graphique de ça, la première chose qu'on veut toujours faire, c'est figurer c'est quoi notre période. On avait dit que k est égal à 2π sur la période, donc la période, si on veut trouver la période à partir de k, ce sera 2π sur k. K étant le facteur en avant du x. Donc, dans ce cas-ci, je sais déjà que j'aurai une période de 7 parce que j'ai écrasé la fonction de 2π. Donc, maintenant, elle aurait une période de 1. Puis après ça, je l'aurais étirée de 7. Donc, elle aurait une période de 7. Mais pour ceux qui aiment les formules, on peut le figurer comme ça, puis on va trouver qu'on a une période de 7. Donc, c'est toujours la première chose à faire. Trouve la période. Après, il n'y a rien de plus facile. Donc, tu te mets un petit guide à la valeur maximale qui est 1 pour la fonction sinusoïdale de base. Après ça, tu te mets un petit guide, c'est juste pour t'aider à placer des points. Ensuite, tu repères une période. C'est combien? Je divise ça par 2, donc 7 demi, ou si je veux 3,5, comme on veut. Ensuite, je divise ça par 2. Et ensuite, je peux faire soit 7 demi plus 7 quarts, ou 3 fois 7 quarts, que je trouve la façon la plus facile. Donc, ça va me donner 21 quarts. C'est souvent plus facile de comprendre un graphique en nombres fractionnaires, donc on peut les écrire en nombres fractionnaires. Par exemple, 7 quarts, 4 va dans 7 une fois, il me reste 3, donc 1 et 3 quarts. On fait la même chose des deux côtés. On se souvient que sin commence à 0. Si je faisais cos, ce serait la même chose, mais je commencerais à 1. Tiens, je vais changer la question à cos pour faire changement. OK, donc cos de 2π sur 7. Cos et sin, c'est juste une translation horizontale d'un de l'autre. Donc, dans le fond, pour faire des modèles mathématiques, on n'a pas besoin des deux. Oups, ça passe pas vraiment par mon... C'est toujours de placer ces points, puis après ça, de faire les quarts de période à la fois. Oups, je me suis trompée pour mes points. C'est vraiment milieu, donc maximum, milieu, minimum, milieu, maximum. Et puis toujours des changements de concavité. Concave vers le haut, concave vers le bas, concave vers le haut. Donc voilà notre fonction cos de 2π sur 7x. Super facile. Alors on va essayer de faire le graphique de la note de musique monotone C du milieu. Donc on voit que c'est 261,62 Hz. Alors si je veux faire un modèle mathématique pour la note de musique, on sait que la fréquence c'est 100. On se souvient que la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Et puis que la période, c'est le nombre de secondes pour faire un cycle. Donc, c'est l'inverse de la fréquence. La période, c'est 1 sur la fréquence. Et puis, l'inverse aussi est vrai. Et puis, pour notre modèle mathématique, juste pour rendre ça plus simple, on va arrondir à une période de 1 sur 262.
secondes. OK, on se souvient que des hertz, c'est des cycles par seconde. Donc, c'est 1 sur seconde. Donc, ici, la période serait en secondes. Donc, pour créer un modèle mathématique, je peux choisir une fonction qui est périodique, donc soit sin ou cos, ça ne dérange pas. Je vais choisir sin. Donc, ici, sin de 2π sur la période. Ou si je veux l'écrire, si on y va à partir de la fréquence. Moi, personnellement, la seule chose dont je me souviens par cœur, c'est que K est égal à 2π F. Donc, peut-être que vous voulez vous faire une note de ça. C'est très important de se souvenir de ça. Ça vient de notre concept de transformation. Je pourrais juste écrire mon équation comme ça. Si je voulais, je pourrais développer, mais je vais juste la laisser comme ça. On se souvient que la période, c'est 1 sur la fréquence. Si on se souvenait que la période, c'est égal à 2π sur K, on pourrait aussi partir de ce point de départ-là. Donc, la période, si on se souvenait de ça, on l'a déjà calculé, mais je pourrais aussi autrement, si c'était une différente sorte de problème, là, 2π sur K. OK, donc K étant notre constante ici. Donc, on a une période de 1 sur 262, c'est ce qu'on a besoin pour faire notre graphique. Donc, on commence toujours par trouver la période pour pouvoir tracer le graphique. Je me place des guides aux valeurs maximales et minimales. Dans ce cas-ci, on va juste les laisser à 1. Si je voulais, je pourrais jouer avec le nombre qui est en avant ici pour changer l'amplitude. Donc, on se souvient que quand j'ai un agrandissement vertical, c'est l'amplitude qui est cette hauteur ici. Mais pour l'instant, on va le laisser à 1. Donc, je place un cycle. Je vais le faire pour un cycle. Donc, 1 sur 262, c'était ma période. Je divise ça par 2. Donc, 262 fois 2, c'est 524. Je divise ça par 2. Et puis ici, je peux multiplier celui-là par 3. Et je trace mon graphique. Donc, sinus commence à 0. Ça, tu peux te souvenir par cœur de tes deux fonctions sinus, cosinus de base. Si je me souviens que sin commence à 0, puis ça monte, puis je me souviens que cos commence à 1 et que ça descend, tu peux tracer n'importe quelle fonction. Donc, mets ça dans ton répertoire. Tu peux toujours le redériver à partir des cercles unitaires. Même puisque c'est sin, là, je monte et je commence à 0. Donc, 0, milieu, max, milieu, min, milieu. Et je rejoins mes points. Je vais mettre mes flèches au bout. Mais voilà ce qu'on a fait. C'est un modèle mathématique pour la note de musique C, middle C. Et en fait, je vais juste faire une petite correction sur mon graphique parce que puisque l'axe des X représente le temps, on va s'arrêter à 0. Donc, on va juste aller de 0 à l'infini. On va faire un dernier exemple, puis je vais demander, à partir du même graphique, je vais demander une question qui pourrait être demandée là. Où se situent nos maximums? Donc, je sais que ce graphique-ci va continuer, puis il va en avoir un autre là, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Alors, avec l'ensemble, ou la notation d'ensemble, comment on pourrait dire où se situent les maximums? Alors, on dirait qu'il y a un maximum. X appartient à l'ensemble des nombres réels, tels que X est égal à... Donc, mon premier maximum, c'était ici. Mon prochain maximum va être ici, exactement une période plus tard. Et puis, le prochain maximum va être à 2 périodes plus tard. Donc, on va dire n fois la période qui est 1 sur 262. Et puis, n appartient à l'ensemble des nombres. Dans notre contexte, normalement, ça serait peut-être des nombres entiers. Par contre, dans notre contexte, il faut que ce soit positif parce qu'on a dit qu'on a éliminé le temps négatif. Donc, n appartient à l'ensemble des nombres naturels. Donc, c'est les nombres entiers positifs. Alors, c'est ce qu'on appelle la notation d'ensemble pour pouvoir identifier nos extrémums. Dans ce cas-ci, le maximum. Alors, c'est tout pour cette leçon.